Je m'appelle Damien et j'ai 35 ans. Ce qui aurait dû être une magnifique célébration pour mon frère s'est transformé en la journée la plus douloureuse de ma vie. Lorsque mon neveu de 12 ans, Lucas, s'est levé et a dit « Paye-toi une vraie famille la prochaine fois, tonton Marc », la salle est devenue silencieuse. Tout le monde a fixé la scène, puis a éclaté de rire. Mes parents ont hoché la tête en signe d'approbation. Je suis resté silencieux, cachant mon cœur brisé. Mais quelque chose en moi a changé pour toujours. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, vous devez connaître ma famille. Mon frère aîné, Raphaël, aujourd'hui âgé de 38 ans, a toujours été l'enfant prodige. Dès sa naissance, nos parents, Henri et Martine, vénéraient pratiquement le sol sur lequel il marchait. Il était le capitaine de l'équipe de football au lycée, a intégré une grande école de commerce prestigieuse et est devenu un banquier d'affaires prospère à Paris. Tout ce qu'il touchait semblait se transformer en or. Moi, en revanche, j'ai toujours été la dernière roue du carrosse. Mes réussites étaient saluées par un distrait « C'est bien, Damien », avant que la conversation ne revienne inévitablement sur le dernier exploit de Raphaël. Je n'étais pas un raté, loin de là. J'avais bâti une entreprise de conception de logiciels prospères à partir de rien et je gagnais confortablement ma vie. Mais aux yeux de ma famille, je vivrais toujours dans l'ombre de Raphaël. Raphaël s'est marié jeune avec son amour de lycée, Julie. Ils ont eu Lucas quand Raphaël n'avait que 26 ans. Pendant quelques années, tout semblait parfait dans son monde. J'étais sincèrement heureux pour lui et j'adorais être tonton pour Lucas. Je l'emmenais voir des matchs de football, je l'aidais à construire des maquettes de fusées et je passais des heures à lui apprendre à coder des jeux simples. C'était le bon temps et, malgré le favoritisme sous-jacent de mes parents, je croyais que nous formions une cellule familiale solide. Puis, quand Lucas a eu 7 ans, les fissures ont commencé à apparaître. Julie a surpris Raphaël en train d'avoir une liaison avec Angélique, son assistante à la banque. Le divorce a été compliqué et douloureux pour tout le monde, surtout pour Lucas. J'ai essayé d'être là pour mon neveu, en maintenant nos sorties hebdomadaires et en lui apportant une certaine stabilité. Mais Raphaël a rapidement installé Angélique dans son appartement de luxe dans le 16e arrondissement. Et les choses ont commencé à changer. Angélique ne m'a jamais aimé. Dès notre première rencontre, elle m'a vu comme un concurrent pour l'attention de Raphaël et, par extension, pour ses ressources. C'était une ancienne mannequin au goût de luxe et aux grandes ambitions. Raphaël était son ticket pour la haute société qu'elle convoitait, et elle s'était donnée pour mission de l'isoler de tout ce qu'elle percevait comme une menace, en particulier moi. Je ne comprends pas pourquoi tu perds autant de temps avec Lucas et ton frère, l'ai-je entendu dire à Raphaël lors d'un barbecue familial il y a 3 ans. Tu devrais te concentrer sur la construction de notre avenir, pas faire du babysitting. Au cours des mois suivants, mes invitations à passer du temps avec Lucas se sont raréfiées, puis ont cessé complètement. Quand j'appelais, Raphaël avait toujours des excuses. Lucas avait un entraînement de tennis. Il avait trop de devoirs. Ils étaient occupés par des activités familiales. La définition de la famille avait clairement changé, et je n'y étais plus inclus. La vraie douleur survenait lors des fêtes et des occasions spéciales. Il y a 3 ans, pour Noël, je suis arrivé chez mes parents avec un cadeau spécial pour Lucas, un PC de gaming sur mesure que j'avais passé des semaines à assembler. Quand j'ai sonné à la porte, ma mère a ouvert avec une expression gênée. « Oh, Damien, avons-nous oublié de t'appeler ? Nous avons déplacé le réveillon au nouveau chalet de Raphaël à Megève cette année. Tout le monde est parti hier. Nous pensions que quelqu'un t'avait prévenu. Personne ne m'avait prévenu. Je suis resté sur le porche, tenant mon cadeau, me sentant comme un idiot. Ce soir-là, j'ai mangé un plat surgelé seul dans mon appartement et j'ai bu assez de whisky pour engourdir la douleur de l'exclusion. Ce schéma a continué. J'ai été accidentellement oublié sur la photo de la carte de vœux familiale. Mon anniversaire s'est passé sans un appel de quiconque, sauf de ma vieille tante Florence. Quand j'ai organisé une pendaison de crémaillère après avoir acheté mon nouvel appartement, seuls 2 cousins éloignés sont venus, bien que j'ai invité toute ma famille. Malgré tout, je continuais d'envoyer des cadeaux d'anniversaire et de Noël à Lucas. Je lui envoyais des tutoriels de code et des recommandations de jeux par email. De temps en temps, il répondait par un bref texto « Merci tonton Damien », que je soupçonnais être dicté par Raphaël ou Angélique.
Mais la relation étroite que nous avions autrefois avait disparu. L'été dernier, j'ai croisé Lucas au centre commercial. Il était avec Angélique pour acheter des vêtements pour la rentrée. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés un instant, mais Angélique l'a rapidement entraîné ailleurs avec froideur. Nous sommes en retard, Damien. Une autre fois peut-être. Il n'y a pas eu d'autre fois. Lorsque Raphaël et Angélique ont annoncé leur fiançailles il y a 6 mois, j'ai appris la nouvelle via un email groupé envoyé aux associés de Raphaël et aux parents éloignés. Mes parents m'ont appelé, excités par la merveilleuse nouvelle, la magnifique bague et le lieu exclusif, mais personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai envoyé un SMS de félicitations à Raphaël, qui a reçu un emoji pouce levé en réponse. Le lendemain, un save the date électronique est apparu dans ma boîte de réception. J'étais invité au mariage, mais exclu de toutes les festivités pré-mariage. Pas d'enterrement de vie de garçon, pas de dîner de répétition, juste la cérémonie et la réception, comme n'importe quelle relation d'affaires. Quand j'ai appelé ma mère pour lui demander quel serait mon rôle dans le mariage, sa réponse a été révélatrice. Eh bien, Raphaël a tellement d'amis proches du travail et du country club. Ce seront eux ses garçons d'honneur, mais bien sûr, tu devrais venir au mariage. Angélique a été tellement stressée par les plans de table. C'est un si grand événement, tu sais. Le message était clair. J'étais une obligation, pas un invité désiré. Pourtant, ils étaient ma famille. Alors, j'ai répondu présent, j'ai acheté un cadeau coûteux sur leur liste de mariage et je me suis même offert un nouveau costume pour l'occasion. Peut-être pensais-je que ce serait une chance de renouer et de reconstruire notre relation. J'avais tort. Tellement tort. Le mariage était prévu pour le premier samedi de juin dans un château prestigieux à Saint-Émilion, entouré de vignobles et de collines vallonnées. Je suis arrivé la veille et je me suis installé dans ma chambre, qui donnait sur les jardins entretenus où la cérémonie aurait lieu. Tout était beau et de bon goût, exactement ce qu'on attend d'un mariage avec un budget à 6 chiffres. Ce matin-là, j'ai pris mon petit déjeuner seul au restaurant de l'hôtel. Par la fenêtre, je pouvais voir le cortège prendre des photos sur la pelouse. Raphaël dans son smoking, Angélique dans sa robe de créateur, mes parents rayonnant de fierté, et Lucas dans une version miniature du costume de son père. Je les regardais rire et poser, me sentant comme un étranger observant une famille qui n'était plus la sienne. Après le petit déjeuner, je suis retourné dans ma chambre pour me préparer. J'ai mis mon nouveau costume, ajusté ma cravate dans le miroir et exercé mon sourire. Traverse juste cette journée, ai-je dit à mon reflet. Sois agréable, sois un soutien, et demain tu pourras reprendre ta vie. La cérémonie était prévue à 14 h. Je suis arrivé tôt et j'ai pris place vers le fond de la section des invités. Les chaises étaient disposées sur la pelouse avec une arche florale élaborée marquant l'hôtel. Un quatuor à cordes jouait doucement alors que les invités arrivaient dans leurs plus beaux atours, s'embrassant et se complimentant sur leur tenue. Ma mère m'a aperçu alors qu'on l'escortait à son siège au premier rang. Elle a fait un signe distrait et a murmuré « Tu es élégant », avant de tourner son attention vers un couple âgé qu'elle jugeait apparemment plus digne de son temps. Mon père a hoché la tête dans ma direction, mais n'a fait aucun geste pour venir me parler. Lorsque la musique a changé et que la procession a commencé, j'ai regardé les demoiselles d'honneur d'Angélique, 6 femmes que je n'avais jamais rencontrées, descendre l'allée dans des robes lavande assorties. Puis est venu Lucas, portant les alliances sur un coussin de satin, suivi de Raphaël et de son témoin, un collègue de la banque. La cérémonie elle-même fut brève et conventionnelle. Le couple a échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, remplis de blagues privées et de promesses qui ont fait soupirer et sourire l'assistance. J'ai applaudi aux moments appropriés et j'ai essayé de me sentir heureux pour mon frère. Il avait fait des erreurs, oui, mais tout le monde mérite l'amour et une seconde chance. Après la cérémonie, il y a eu un cocktail sur la terrasse pendant que les mariés prenaient d'autres photos. Je suis resté seul avec ma coupe de champagne, regardant les autres invités se regrouper, discutant avec animation. De temps en temps, quelqu'un s'approchait de moi avec un « Alors, comment connaissez-vous les heureux mariés ?» Quand je répondais que j'étais le frère du marié, ils avaient l'air surpris et trouvaient rapidement une excuse pour passer à autre chose. C'est durant cette heure que Lucas s'est approché de moi. Il avait tellement grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu de près, plus grand, les traits plus définis, ressemblant à Raphaël de plus en plus chaque jour. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui m'inquiétait. Une dureté qui n'était pas là auparavant. « Oncle Damien » a-t-il dit, sa voix plate.
Maman a dit que je devrais venir te dire bonjour. Julie est ici, ai-je demandé, surpris. Le divorce avait été amer, et je ne m'attendais pas à ce que Raphaël invite son ex-femme. Non, a répondu Lucas avec un léger ricanement méprisant. Angélique. C'est ma maman maintenant. Ma vraie maman. J'ai ressenti un pincement au cœur mais j'ai essayé de garder une expression neutre. Eh bien, c'est agréable de te voir, Lucas. Tu as tellement grandi. Comment va l'école? Tu aimes toujours coder. Il a haussé les épaules. Je ne fais plus ces trucs de bébé. Je joue au tennis maintenant et je vais être banquier comme papa. Avant que je puisse répondre, Angélique est apparue à ses côtés. Te voilà, chérie. Ton père te cherche. Le photographe veut quelques photos de famille. Elle m'a à peine regardé. Bonjour, Damien. Tu t'amuses bien? Ils se sont éloignés avant que je puisse répondre, Lucas se penchant vers elle alors qu'elle passait un bras protecteur autour de ses épaules. La réception se tenait dans la grande salle de bal du château, avec des lustres en cristal et des centres de table floraux élaborés sur chaque table. J'ai trouvé mon carton à la table 19, loin de la table d'honneur où mes parents, Raphaël, Angélique et Lucas étaient assis avec les parents d'Angélique et les témoins. Mes compagnons de table étaient un mélange de parents éloignés et de l'ancien colocataire de fac de Raphaël, dont aucun ne semblait particulièrement intéressé par la conversation. Le dîner fut servi, filet mignon et bar, accord mets et vin à chaque plat, et une pièce montée de 5 étages pour le dessert. Tout au long du repas, il y a eu les toasts traditionnels. Le témoin a raconté des histoires amusantes sur les années d'études de Raphaël. La demoiselle d'honneur d'Angélique a pleuré en décrivant leur amitié. Mon père s'est levé et a fait un discours sur sa fierté envers Raphaël, disant qu'il avait toujours su que son fils accomplirait de grandes choses. Et maintenant, annonça le témoin, quelques mots du frère du marié, Damien. J'ai sursauté. Personne n'avait mentionné que je serais censé parler. Je n'avais rien préparé, ayant supposé que j'étais trop insignifiant pour être inclus dans cette partie de la célébration, mais tous les yeux étaient braqués sur moi. Alors je me suis levé lentement et je me suis approché du micro. Je ne m'attendais pas à parler aujourd'hui, ai-je commencé maladroitement. Mais je suis honoré de dire quelques mots sur mon frère, Raphaël, et sa nouvelle femme, Angélique. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Raphaël a toujours été quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui le poursuivait avec détermination. Du sport aux études jusqu'à sa carrière, il ne s'est jamais contenté de la seconde place. Angélique? Tu épouses un homme qui déplacera des montagnes pour créer la vie qu'il envisage. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Et à Lucas aussi. La famille est. La famille est la chose la plus précieuse que nous ayons. Félicitations. C'était bref et générique, mais j'avais réussi à ne pas me ridiculiser. Je commençais à retourner à ma place quand une petite silhouette s'est levée à la table d'honneur. Lucas, le visage rouge, me fixait directement. Paye-toi une vraie famille la prochaine fois, tonton Marc, a-t-il dit bruyamment. Parce que tu ne fais pas partie de la nôtre. La salle est devenue totalement silencieuse. Je me suis figé à mi-chemin de ma table, mon esprit luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Il ne m'avait même pas appelé par le bon prénom, m'appelant Marc au lieu de Damien, comme si j'étais si insignifiant qu'il ne pouvait pas se souvenir de comment je m'appelais. Puis quelqu'un, l'une des demoiselles d'honneur d'Angélique, a ri. D'autres se sont joints à elle, une vague de rire gêné se propageant dans la salle. J'ai regardé vers mes parents, espérant une intervention, une correction de cette cruauté. Mais ma mère souriait avec indulgence à Lucas, et mon père hochait la tête comme si le garçon avait dit quelque chose de profond. Les enfants disent les choses les plus étonnantes, a finalement dit Raphaël dans le micro, la voix légère, mais avec une pointe de satisfaction. Mais parfois, ils voient la vérité plus clairement que les adultes. Merci d'être venu, Damien. Angélique a tiré Lucas sur sa chaise et a embrassé le sommet de sa tête. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire avec suffisance. L'orchestre a rapidement recommencé à jouer et le moment est passé alors que les invités retournaient à leur gâteau et à leur café. Mais pour moi, quelque chose s'était brisé définitivement. À ce moment-là, j'ai vu avec une clarté parfaite ce que ma famille pensait vraiment de moi. Je n'étais pas seulement mal aimé. J'étais indésirable, une nuisance à tolérer puis à congédier. Et ils avaient appris à un enfant, un garçon avec qui j'avais autrefois chéri chaque moment, à me mépriser aussi.
Je ne me souviens pas avoir fini mon gâteau. Je ne me souviens pas de la première danse, ni du lancer du bouquet ou de toute autre tradition de mariage qui a pu suivre. Tout ce dont je me souviens, c'est du poids écrasant sur ma poitrine, de la difficulté à respirer, du besoin désespéré de m'échapper avant de m'effondrer complètement devant tout le monde. D'une manière ou d'une autre, j'ai tenu l'heure suivante, assis à ma table à fixer le vide. Les invités dansaient et riaient autour de moi, jetant parfois un coup d'œil dans ma direction avec des expressions allant de l'amusement à la pitié. Pas une seule personne, pas une seule, n'est venue vérifier si j'allais bien ou exprimer sa désapprobation face à ce qui s'était passé. Quand j'ai senti que j'étais resté assez longtemps pour éviter de faire une autre scène, je me suis discrètement éclipsé de la salle de bal. Dans le hall, je suis tombé sur ma mère qui revenait des toilettes. « Tu pars déjà, Damien ?» a-t-elle demandé, son ton suggérant une légère déception, mais pas de surprise. « Oui », ai-je réussi à répondre. « J'ai un vol tôt demain. » Elle a hoché la tête, ajustant son châle coûteux. « C'était un beau mariage, n'est-ce pas ? Les parents d'Angélique savent vraiment comment organiser un événement, et Lucas était si beau dans son costume. » J'ai attendu qu'elle mentionne l'incident. Qu'elle offre un mot de réconfort ou d'excuse. Elle n'a rien dit. « Maman », ai-je finalement dit, ma voix à peine audible. « Est-ce que ce que Lucas a dit ne t'a pas dérangé du tout ?» Elle a agité la main avec désinvolture. « Oh, Damien, ce n'est qu'un enfant et tu sais comment sont les choses. C'est difficile. Raphaël dit qu'il est perturbé depuis les fiançailles. » Ça ne voulait rien dire. « Il m'a appelé par le mauvais prénom, ai-je dit. Et il a dit que je ne faisais pas partie de la famille et tout le monde a ri. » Tu as ri. L'expression de ma mère s'est légèrement durcie. « Eh bien, tu n'as pas exactement fait d'efforts pour faire partie de la famille, n'est-ce pas ? Toujours occupé avec ton travail informatique. Tu rates les déjeuners du dimanche à cause des délais. Tu appelles à peine sauf si c'est un jour férié. Lucas te connaît à peine maintenant. » Je l'ai regardé avec incrédulité. « Maman, j'ai cessé d'être invité au déjeuner du dimanche il y a 3 ans. J'appelle chaque semaine, mais personne ne décroche. J'envoie des emails qui ne reçoivent jamais de réponse. J'ai essayé. Je devrais retourner à la réception, m'a-t-elle interrompu. Ton père va se demander où je suis. On te voit au petit déjeuner demain ? Les parents d'Angélique ont organisé un charmant brunch pour les invités venus de loin. Non, ai-je dit. Je ne pense pas. Elle a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Eh bien, bon retour alors. Elle s'est penchée et m'a embrassé la joue pour la forme avant de retourner vers la salle de bal, me laissant seul avec ma dévastation. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, je me suis déshabillé machinalement et je me suis assis au bord du lit dans le noir. Pendant longtemps, j'ai juste respiré, essayant de traiter les événements de la journée. La douleur était si intense qu'elle en semblait physique, comme une blessure qui laisserait une cicatrice permanente. Vers minuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. D'abord, un email à mon assistante confirmant que je ne serais pas au bureau le lundi comme prévu et lui demandant de reprogrammer mes réunions de la semaine. Ensuite, un email à mon agent immobilier lui demandant de commencer à chercher des propriétés à La Rochelle, une ville que j'avais visitée pour une conférence l'année dernière et appréciée pour sa beauté naturelle et sa douceur de vivre. Enfin, un email à mon avocat décrivant un plan qui s'était formé dans mon esprit avec une clarté croissante au fur et à mesure que la nuit avançait. J'avais 35 ans. Pendant la plupart de ces années, j'avais couru après l'approbation de gens qui ne me la donneraient jamais. Je m'étais défini comme le petit frère de Raphaël ou le fils moins brillant d'Henri et Martine. J'avais accepté des miettes d'attention en me convainquant que c'était un festin. C'était fini. Cette nuit-là, j'ai pris une décision non pas née de la colère ou de la vengeance, mais de l'instinct de conservation et de la dignité. Je ne participerai plus à des relations qui me diminuaient. Je ne supplierai plus pour être inclus dans une famille qui avait clairement fait savoir que j'étais indésirable. Je ne gaspillerai plus mon énergie à essayer de gagner l'affection de personnes qui avaient montré à maintes reprises et de manière concluante qu'elles étaient incapables de la donner. Au lieu de cela, je construirai une vie qui reflétait mes valeurs. Je m'entourerai de gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour qui ils souhaitaient que je sois. J'utiliserai mes ressources, mon temps, mon argent, mes compétences pour créer quelque chose de significatif, quelque chose qui me permettrait de me regarder dans le miroir chaque matin avec fierté. À l'aube, mon plan était en place.
J'ai changé mon vol pour le premier départ disponible, j'ai fait mes valises et j'ai quitté l'hôtel sans dire au revoir à personne. Alors que mon VTC s'éloignait du château, j'ai regardé une dernière fois la scène de mon humiliation. Les décorations de mariage étaient encore visibles sur la pelouse, légèrement défraîchies dans la lumière du matin. Une banderole indiquant « Félicitations, Raphaël et Angélique » flottait dans la brise. Je me suis détourné et je n'ai plus regardé en arrière. C'était le dernier jour où je me définirais par rapport à eux. Demain serait le premier jour de ma vie en tant que simple Damien. Pas un frère, pas un fils, pas un oncle, juste moi. Enfin libre de devenir qui je voulais être. La liberté était terrifiante. Elle était aussi exaltante. Dans l'avion, j'ai fait une liste de toutes les choses que j'avais repoussées parce qu'elles ne correspondaient pas aux attentes de ma famille. Voyager au Japon pour étudier l'ébénisterie traditionnelle, apprendre la voile, faire du bénévolat dans un programme de code pour les jeunes, vendre mon entreprise et lancer une nouvelle aventure axée sur la technologie éducative plutôt que sur les solutions d'entreprise. Je ferai toutes ces choses, et je les ferai pour moi, pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour gagner une approbation, pas pour assurer une place à la table familiale, juste pour la simple joie de vivre authentiquement. Alors que l'avion montait à travers les nuages, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. La douleur était toujours là. Je me doutais qu'elle le serait toujours à un certain degré. Mais à côté d'elle se trouvait quelque chose de nouveau et d'inconnu. L'espoir. L'espoir d'un avenir que je construirais de mes propres mains, selon mes propres termes. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvenais, j'ai dormi paisiblement. 2 semaines après le mariage, j'ai signé l'acte de vente d'une maison modeste mais charmante dans le quartier des Minimes à La Rochelle. C'était loin de mon condo élégant du centre de Paris, plus petit, plus vieux, avec un jardin qui avait besoin de travail et une plomberie qui protestait parfois. Mais dès l'instant où j'y ai mis les pieds, je m'y suis senti plus chez moi que partout où j'avais vécu depuis des années. La maison se trouvait à 3 rues de l'Océan, assez près pour entendre les mouettes le matin et sentir l'air salin quand le vent était bon. Elle avait un petit porche où j'ai placé un fauteuil à basculer des plantes en pot, et un jardin avec un vieux pommier dont les anciens propriétaires disaient qu'il produisait des fruits assez sucrés pour que les enfants du quartier réclament des tartes aux pommes chaque automne. En attendant que mes meubles arrivent, je dormais sur un matelas gonflable et je passais mes journées à explorer ma nouvelle ville. La Rochelle m'a accueilli avec ses cafés et ses librairies, son marché et ses promenades en bateau. Je me présentais aux voisins sans mentionner ma famille ou mon passé, juste comme Damien, le nouveau gars de l'avenue de la Mer. C'était rafraîchissant d'être connu uniquement pour moi-même, sans comparaison ni attentes attachées. Mes voisins d'à côté, Michel et Sarah, m'ont invité à dîner ma première semaine dans le quartier. Ils étaient tous deux professeurs à l'université de La Rochelle. Ils enseignaient les sciences de l'environnement, elle la littérature comparée, et ils avaient une fille de 10 ans nommée Emma, qui me rappelait douloureusement Lucas à un plus jeune âge. « Qu'est-ce qui vous a amené à La Rochelle ?» a demandé Sarah alors que nous dégustions du poisson grillé sur leur terrasse. Pendant un moment, j'ai envisagé d'inventer une histoire simple sur une opportunité professionnelle ou un désir de changement de décor. Mais quelque chose dans leur chaleur authentique m'a donné envie d'être honnête. J'avais besoin d'un nouveau départ, ai-je dit. Des problèmes familiaux qui ont atteint un point de rupture. J'ai réalisé que j'essayais d'appartenir à un endroit où je n'étais pas désiré et qu'il était temps de trouver un endroit où je pourrais être moi-même. Ils n'ont pas insisté pour avoir des détails, mais Michel a hoché la tête avec compréhension. Parfois, la décision la plus difficile est de s'éloigner de ce qui vous blesse, surtout quand c'est la famille. Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre quartier pour votre nouveau départ. Cette simple acceptation fut le premier point de la tapisserie de ma nouvelle vie. Bientôt, il y en eut d'autres. J'ai rejoint un jardin communautaire et j'ai appris à faire pousser des légumes avec Élise, une botaniste à la retraite qui m'a pris sous son aile. J'ai fait du bénévolat à la médiathèque locale, aidant les seniors à apprendre à utiliser les ordinateurs. J'ai trouvé un café préféré où le barista, Jacques, commençait à préparer ma commande habituelle dès qu'il me voyait franchir la porte. 3 mois après mon déménagement, j'ai finalisé la vente de mon entreprise de logiciels à une plus grande société. L'accord m'a laissé avec une sécurité financière et la liberté de poursuivre des projets qui s'alignaient avec mes valeurs plutôt que juste avec mon compte en banque. Après mûre réflexion, j'ai décidé de créer une association à but non lucratif axée sur l'enseignement du code aux jeunes défavorisés. J'ai loué un petit bureau dans un entrepôt converti et j'ai embauché 3 jeunes programmeurs qui partageaient ma vision.
nous avons développé un programme combinant compétences techniques et expression créative, et nous nous sommes associés aux écoles locales pour proposer des programmes périscolaires. Le travail était difficile et parfois frustrant, mais profondément satisfaisant d'une manière que mon succès en entreprise ne l'avait jamais été. L'une de nos premières écoles partenaires était l'école primaire du Lac, où j'ai rencontré Mélissa Turner, une institutrice de CM passionnée par l'intégration de la technologie dans sa classe. Elle avait des yeux bruns chaleureux, un rire contagieux et aucune patience pour la prétention ou l'ego. « Alors, c'est vous le gars de la tech dont tout le monde parle ?» a-t-elle dit lors de notre présentation à une réunion de planification. Les enfants sont excités. Mais je dois vous prévenir, ils vont poser 1 million de questions et s'attendre à ce que vous ayez toutes les réponses. Je ne prétends jamais avoir toutes les réponses, ai-je répondu. Mais je suis plutôt doué pour les aider à trouver les choses par eux-mêmes. Elle a souri avec approbation. C'est la bonne approche. Trop de gens viennent dans les écoles en voulant être le héros ou l'expert. Ce dont ces enfants ont besoin, ce sont des guides et des collaborateurs. Nous avons travaillé ensemble à développer un projet de code pour ces élèves, nous réunissant après l'école pour planifier les leçons et résoudre les problèmes. Parfois, nos réunions se prolongeaient par un dîner dans un restaurant thaïlandais voisin où nos conversations vagabondaient de la théorie éducative aux livres préférés en passant par les souvenirs d'enfance. Je me suis surpris à partager des histoires sur mes débuts avec Lucas, lui apprenant à coder et à construire des fusées, en éditant soigneusement la fin douloureuse de notre relation. Mélissa était divorcée et n'avait pas d'enfant, bien qu'elle parlât de ses élèves comme s'ils étaient sa famille. L'enseignement est ma deuxième carrière, m'a-t-elle dit un soir autour d'un pad thaï. J'ai travaillé dans le marketing d'entreprise pendant des années, gagnant bien ma vie mais me sentant vide. Un été, j'ai fait du bénévolat dans une colonie de vacances pour enfants issus de familles à faible revenu, et cela a tout changé. Je suis retourné à l'école. J'ai obtenu mon diplôme d'enseignante et je n'ai jamais regardé en arrière. Mon ex-mari pensait que je faisais une crise de la quarantaine. C'était peut-être le cas, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Son courage à réinventer sa vie m'a inspiré. Progressivement, presque imperceptiblement, notre collaboration professionnelle a évolué vers l'amitié puis vers quelque chose de plus. 6 mois après notre rencontre, nous avons eu notre premier rendez-vous officiel, une promenade en bateau vers l'île de Ré, suivie d'une randonnée et d'un pique-nique avec vue sur l'eau. Alors que l'été laissait place à l'automne et l'automne à l'hiver, ma nouvelle vie prenait forme autour de moi. J'ai créé un fonds de bourse pour les jeunes codeurs prometteurs issus de milieux défavorisés. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait tous les mois dans une brasserie locale. J'ai adopté un chien de refuge à 3 pattes nommé Cooper qui m'accompagnait lors de longues promenades le long du front de mer. Il y avait des jours difficiles, bien sûr. Des jours où un souvenir aléatoire me tendait une embuscade, la fête du 7e anniversaire de Lucas, quand il m'avait serré si fort après avoir déballé le télescope que je lui avais offert. Mon père apprenant à Raphaël et moi à pêcher à la maison de campagne quand nous étions garçons, l'une des rares fois dont je me souvenais où il nous traitait sur un pied d'égalité. Le sourire fier de ma mère quand mon entreprise avait été présentée dans un magazine technologique, une rare reconnaissance de mes réussites. Ces jours-là, je sentais la vieille blessure palpiter, le sentiment de rejet et d'inadéquation menaçant de me submerger. Mais j'avais développé des outils pour gérer ces sentiments. J'emmenais Cooper pour une promenade extra longue, où j'appelais Mélissa, où je me perdais dans un problème de code qui nécessitait toute ma concentration. La douleur reculait, pas disparue, mais gérable. Une cicatrice plutôt qu'une plaie ouverte. Progressivement, j'ai construit une vie qui semblait authentique et pleine de sens. Mon association grandissait, attirant des subventions et des bénévoles. Ma relation avec Mélissa s'approfondissait, bâtie sur le respect mutuel et une affection sincère. Ma maison est devenue un foyer rempli de livres, de musique et de dîners occasionnels pour mon cercle d'amis grandissant. Un soir de début décembre, alors que Mélissa et moi décorions un sapin de Noël dans mon salon, elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de ma famille. Non, ai-je dit en accrochant soigneusement une décoration en verre soufflé que j'avais achetée à une foire d'art locale. Pas un mot depuis que j'ai quitté le mariage. Et tu n'as pas cherché à les joindre non plus, a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Quel serait l'intérêt? Ils ont rendu leurs sentiments très clairs. Lucas m'appelant par le mauvais prénom. Ce n'était pas un accident. C'était un message. Mélissa est restée silencieuse un moment, enroulant des guirlandes autour du milieu de l'arbre. Tu sais, a-t-elle finalement dit, dans ma classe,
je vois beaucoup d'enfants agir de manière blessante parce qu'ils souffrent eux-mêmes. Ça ne l'excuse pas, mais ça aide à l'expliquer. Lucas a 12 ans, pas 5, ai-je répondu, plus sèchement que je ne l'avais prévu. Et mon frère et mes parents sont des adultes qui devraient savoir mieux se comporter. Ils l'ont regardé m'humilier et ils ont applaudi. Tu as raison, a-t-elle concédé. Je ne les défends pas. Ce qu'ils ont fait était cruel et injuste. Je me demande juste parfois si tu pourrais trouver une certaine paix en leur disant comment leurs actions t'ont affecté. Pas pour eux, mais pour toi. J'ai réfléchi à ces paroles. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas encore. J'apprends encore à vivre sans leur approbation. Je découvre encore qui je suis en dehors de leur ombre. Tant que je ne suis pas confiant en cette personne, je ne suis pas prêt à les affronter à nouveau. Elle a hoché la tête et m'a serré la main. C'est logique. Et pour ce que ça vaut, je trouve que la personne que tu deviens est assez merveilleuse. Cette nuit-là, après le départ de Mélissa, je me suis assis en regardant mon sapin de Noël, le premier que j'avais décoré entièrement à mon goût, sans considérer les préférences ou les traditions de quelqu'un d'autre. Il était éclectique et imparfait, avec des ornements qui reflétaient ma nouvelle vie plutôt que mon histoire. Et il était beau. Alors que Cooper ronflait doucement à mes pieds, j'ai réalisé que j'étais heureux. Pas le bonheur fugace de la validation externe ou de la réussite, mais un contentement plus profond qui venait du fait de vivre en accord avec mes valeurs. Je construisais quelque chose de réel et de durable, une vie qui honorait qui j'étais vraiment, pas qui les autres voulaient que je sois. Je ne me doutais pas que ma paix retrouvée était sur le point d'être perturbée d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Le premier email est arrivé un mardi matin de février, 8 mois après le mariage. J'étais à mon bureau en train d'examiner une demande de subvention avec mon équipe quand mon téléphone a vibré avec une notification. Voir le nom de mon frère dans ma boîte de réception m'a donné une telle secousse que je me suis excusé et suis sorti dans le couloir pour le lire. Objet, besoin de parler. Damien, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis le mariage. Les choses sont difficiles ici. Très difficiles. Pourrais-tu s'il te plaît m'appeler quand tu auras un moment? C'est important. Raphaël. Le message était étonnamment bref et direct. Pas de politesse, pas de banalité, pas même une salutation ou une conclusion appropriée, juste une demande, ou plutôt une exigence de contact. J'ai glissé le téléphone dans ma poche sans répondre et je suis retourné à la réunion. Plus tard, j'ai montré l'email à Mélissa pendant le dîner. Vas-tu l'appeler? A-t-elle demandé en étudiant mon visage. J'ai enroulé des pâtes autour de ma fourchette, réfléchissant. Je ne sais pas. Une partie de moi veut l'ignorer complètement. Une autre partie est curieuse de savoir ce qui pourrait être si important pour qu'il me contacte après tout ce temps. Et une petite partie enfantine de moi veut répondre par « c'est qui ?» juste pour voir comment il réagirait. Elle a souri à cela. Je ne te jugerai pour aucune de ces réponses. Que te dit ton instinct? Mon instinct me dit que quoi qu'il se passe, ce n'est pas à propos de moi ou de notre relation. C'est à propos de quelque chose dont Raphaël a besoin. Il ne me contacte jamais à moins de vouloir quelque chose. Le lendemain a apporté 3 appels manqués du numéro de mes parents et un autre email. Celui-ci de ma mère. Damien, nous essayons de te joindre. Ton frère est dans une situation très difficile et a besoin de ton aide. S'il te plaît, appelle-nous dès que tu peux. C'est une urgence familiale. Maman. Encore une fois, je n'ai pas répondu. L'expression urgence familiale m'est restée en travers de la gorge comme une arête de poisson. Il y a 8 mois, ils étaient restés souriants pendant qu'un enfant déclarait publiquement que je ne faisais pas partie de la famille. Maintenant, soudainement, il y avait une urgence familiale qui m'impliquait d'une manière ou d'une autre. La 3e communication est arrivée ce même soir. Un texto d'un numéro inconnu qui s'est avéré être Lucas. Tonton Damien, c'est Lucas. Papa a dit de t'envoyer un texto. Les choses vont vraiment mal ici. Angélique est partie et papa a perdu son travail et papy et mamie sont vraiment inquiets. Je suis désolé pour ce que j'ai dit au mariage. S'il te plaît, appelle papa. Celui-ci était plus difficile à ignorer. Quoi qu'il se passât, cela affectait Lucas, qui n'était encore qu'un enfant malgré son rôle dans mon humiliation. Ses excuses semblaient forcées et stratégiques plutôt que sincèrement pleines de remords, mais il répétait probablement juste ce que les adultes autour de lui avaient demandé de dire. J'ai montré le texto à Mélissa qui était venue dîner.
On dirait que l'enfant prodige traverse une mauvaise passe, a-t-elle observé. Tu penses que c'est vrai à propos de la perte de son emploi et du départ d'Angélique? Je ne sais pas, ai-je dit. Ce serait assez facile de le vérifier, cependant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le nom de mon frère. À ma grande surprise, plusieurs articles de presse récents sont apparus. Rive Gauche Capital visée par une enquête de l'AMF. Des hauts dirigeants de Rive Gauche Capital démissionnent sur fond d'allégations de fraude. Raphaël Harrington cité parmi les dirigeants dans le procès de Rive Gauche Capital. J'ai cliqué sur les articles en lisant rapidement. Selon les rapports, la société d'investissement de Raphaël faisait l'objet d'une enquête pour fausse représentation d'actifs et tromperie envers les investisseurs. Plusieurs hauts dirigeants, dont Raphaël, avaient démissionné ou avaient été forcés de partir. Les actifs de l'entreprise étaient gelés dans l'attente de l'enquête, et un recours collectif avait été déposé par des investisseurs en colère. Eh bien, ai-je dit en montrant l'écran à Mélissa. Cela semble être vrai. Raphaël a de sérieux problèmes. Au cours des jours suivants, les communications se sont intensifiées. Plus d'appels, plus de textos, plus de mails, chacun plus désespéré que le dernier. Mon père a appelé mon bureau et a laissé un message à mon assistante. Ma mère a trouvé l'adresse email professionnelle de Mélissa et lui a envoyé un message lui demandant de, s'il vous plaît, convaincre Damien de répondre à sa famille. Le message le plus révélateur est venu de Raphaël directement, 10 jours après son email initial. Damien, je sais que tu reçois ces messages. Ton assistante a confirmé que tu es vivant et que tu vas bien à La Rochelle. Je ne t'en veux pas de nous ignorer après ce qui s'est passé au mariage. C'était terrible et inexcusable. Lucas répétait des choses qu'il avait entendu Angélique dire. Nous aurions dû le corriger, mais je suis désespéré. L'AMF a gelé tous mes comptes. Angélique est partie quand le scandale a éclaté et a demandé le divorce. Elle prend tout ce qui n'est pas déjà gelé. La maison est saisie. Lucas pourrait devoir quitter son école privée en milieu de semestre. Maman et papa m'ont prêté la plupart de leurs économies de retraite l'année dernière pour investir dans ce qui s'est avéré être des fonds frauduleux. Ils font face à la ruine financière aussi. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je te supplie de me parler au moins. Si ce n'est pas pour moi, alors pour Lucas et nos parents. Raphaël. J'ai lu l'email plusieurs fois, laissant les implications s'imprégner. Raphaël admettait qu'Angélique avait parlé de moi dans mon dos, empoisonnant Lucas contre moi. Il reconnaissait que l'incident du mariage était terrible et inexcusable, bien qu'il se soit arrêté juste avant de prendre la responsabilité personnelle. Et il avouait avoir pris l'argent de nos parents qu'il avait maintenant perdu. Plus important encore, il était assez désespéré pour s'humilier en me tendant la main, le frère qu'il avait rejeté et exclu pendant des années. J'ai montré l'email à Mélissa ce soir-là. Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Est-ce un véritable changement de cœur ou juste du désespoir? Elle l'a lu attentivement avant de répondre. Je pense que c'est surtout du désespoir, a-t-elle dit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de véritable regret mêlé à cela. Les gens ont souvent besoin de toucher le fond avant de voir les dégâts qu'ils ont causés. Donc tu penses que je devrais répondre? Elle m'a rendu le téléphone. Cela dépend de ce que tu veux, Damien. Tu as construit une belle nouvelle vie ici. Tu fais un travail qui a du sens. Tu es heureux. Tu ne leur dois rien. Mais les ignorer complètement ne ressemble pas à quelque chose que le Damien que je connais ferait. Pas parce qu'il mérite ton aide. Mais parce que ce n'est pas qui tu es. Tu as toujours été celui qui prend de la hauteur. Même quand les autres ne le font pas. Elle avait raison. Même si une partie de moi voulait supprimer tous leurs messages et continuer ma nouvelle vie comme s'ils n'existaient pas, je savais que je me demanderais toujours si j'avais manqué une opportunité de résolution ou au moins de tourner la page. Ce soir-là, j'ai composé une brève réponse à Raphaël. Je vais réfléchir à ce que tu as partagé et je reviendrai vers toi dans quelques jours. En attendant, ne contacte plus Mélissa ou mon lieu de travail. Je n'ai rien promis, mais je n'ai pas claqué la porte complètement non plus. Ensuite, j'ai passé les jours suivants à faire des recherches. J'ai confirmé les détails des problèmes juridiques de Raphaël par des sources d'information. J'ai vérifié les registres fonciers et j'ai découvert que sa maison faisait effectivement l'objet d'une saisie. J'ai parlé avec un ami avocat des implications de l'enquête de l'AMF et de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir financier de Raphaël.
Tout indiquait que les messages désespérés de Raphaël étaient fondés sur la réalité. Lui et mes parents faisaient face à de véritables difficultés financières suite aux pratiques frauduleuses de son entreprise. Qu'il ait été personnellement impliqué dans la fraude ou simplement pris dedans restait flou, mais les conséquences étaient indéniables. Alors que je réfléchissais à mes options, je me suis surpris à penser à Lucas. Il n'était encore qu'un enfant pris au milieu de problèmes d'adultes qu'il n'avait pas créés. Il avait été cruel envers moi au mariage, oui, mais les enfants apprennent la cruauté des adultes dans son cas d'Angélique, qu'il avait maintenant abandonné quand les choses devenaient difficiles, et de Raphaël, qui avait permis et même encouragé les mauvais traitements envers son frère. J'ai pensé à ma propre enfance, grandissant dans l'ombre de Raphaël, me sentant toujours moins valorisé et moins aimé. Je ne souhaiterais ce sentiment à aucun enfant, pas même à celui qui m'avait publiquement humilié. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un autre message à Raphaël. J'ai vérifié ta situation. Avant de décider si je vais aider, j'ai besoin de savoir précisément ce que tu demandes. J'ai aussi besoin de savoir que tu comprends pourquoi je suis parti et pourquoi je n'ai pas donné signe de vie, et j'ai besoin d'entendre directement Lucas, pas des excuses scriptées, mais ses véritables pensées. La réponse de Raphaël est arrivée en quelques minutes. Merci d'au moins l'envisager. Ce dont j'ai besoin le plus urgemment, c'est d'aide pour les frais de scolarité de Lucas afin qu'il n'ait pas à partir en milieu d'année. Le paiement du semestre de printemps est dû la semaine prochaine, 15 000 €. Je ne peux accéder à aucun de mes fonds à cause du gel. Quant à la raison de ton départ, je sais que nous t'avons maltraité pendant des années. J'ai laissé Angélique m'isoler de toi parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. J'étais jaloux de ta relation avec Lucas et inquiet que tu sois une meilleure influence sur lui que moi. Au mariage, quand il a dit ces choses terribles, j'aurais dû le corriger immédiatement. Au lieu de cela, je l'ai essentiellement approuvé. Je comprends pourquoi tu nous as coupés complètement après cela. Lucas est assis ici avec moi maintenant. Je vais le laisser répondre séparément sur l'incident du mariage. Pas de coaching de ma part. Je le promets. Peu après, j'ai reçu un message du téléphone de Lucas. Tonton Damien, c'est Lucas. Papa a dit que je devrais te dire ce que je ressens vraiment à propos de ce qui s'est passé au mariage. La vérité, c'est que je ne savais même pas que ton prénom était Damien à l'époque. Angélique t'appelait toujours Marc quand elle parlait de toi. Comme ton oncle Marc qui ne vient jamais ou ton oncle Marc qui se croit meilleur que nous. Je pensais que c'était ton prénom. Je n'ai appris ton vrai prénom qu'après ton départ. Et papa s'est vraiment fâché contre moi. Je sais que dire ces trucs était mal. À l'époque, je pensais que ça rendrait Angélique heureuse et que papa ne serait plus fâché contre moi. Lui et Angélique se disputaient beaucoup et parfois c'était à propos de toi. Maintenant Angélique est partie et papa est triste tout le temps. Et nous pourrions perdre notre maison. Mon ancienne école et mes amis me manquent. Je suis désolé d'avoir été méchant avec toi. Papa m'a montré des photos de quand j'étais petit et que tu m'emmenais partout et m'apprenais des trucs sur l'ordinateur. Je ne me souviens pas de la plupart, mais ça avait l'air amusant. Si tu me détestes maintenant, je comprends. Lucas. L'honnêteté brute du message m'a frappé de plein fouet. Ce n'étaient pas les excuses scénarisées auxquelles je m'attendais, mais quelque chose de bien plus révélateur, un aperçu de la dynamique dysfonctionnelle qui avait façonné le comportement de Lucas. Angélique avait délibérément utilisé un faux prénom pour moi. Raphaël et Angélique s'étaient disputés à mon sujet, et Lucas s'était retrouvé pris au milieu, essayant de naviguer dans des conflits d'adultes qu'il ne pouvait pas comprendre. Et maintenant, il payait le prix des erreurs de son père. J'ai posé mon téléphone et je suis allé faire une longue promenade le long du front de mer avec Cooper, essayant de trier mes sentiments. Une partie de moi ressentait encore la brûlure de l'humiliation du mariage. Une autre partie reconnaissait la détresse authentique que ma famille vivait. Et une troisième partie, celle qui avait toujours essayé d'être la personne la plus mature, le pacificateur, se demandait si cela pouvait être une occasion de guérir de vieilles blessures. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, j'ai pris ma décision. 3 jours plus tard, je travaillais depuis chez moi quand les aboiements soudains de Cooper m'ont alerté de la présence de visiteurs. En regardant par la fenêtre avant, j'ai vu une voiture de location garée au bord du trottoir et 4 personnes debout sur mon Porsche, Raphaël, Lucas et mes parents. Mon premier instinct fut la colère. Je ne les avais pas invités, je ne leur avais même pas donné mon adresse. Ils s'étaient présentés à l'improviste, envahissant le sanctuaire que j'avais soigneusement créé pour moi-même.
Cela ressemblait à une violation. Un autre exemple de ma famille ne respectant pas mes limites. Mais en regardant de plus près, j'ai vu à quel point ils semblaient différents de la dernière fois que je les avais vus. Mon père, autrefois robuste et confiant, semblait diminuer. Ses épaules voûtées dans une veste qui flottait sur sa carrure. L'apparence soigneusement entretenue de ma mère avait glissé. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, ses vêtements froissés. Raphaël avait les hagards avec des cernes sous les yeux et une posture vaincue. Et Lucas se tenait légèrement à l'écart des adultes, donnant des coups de pied dans un caillou sur mon allée, semblant vouloir être n'importe où ailleurs. Ils n'étaient pas venus en conquérant ni même en membres de la famille qui se sentent tout permis. Ils étaient venus en suppliant. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte d'entrée. « Bonjour », ai-je dit, ma voix neutre. « C'est inattendu. »« Damien », commença mon père, la voix rauque. « Nous savons que nous aurions dû appeler d'abord, mais nous avions peur que tu nous dises de ne pas venir. »« Nous devions te voir », ajouta ma mère. « Nous avons été si inquiets. Tu as juste disparu. » Raphaël ne dit rien, mais ses yeux rencontrèrent les miens avec un mélange de désespoir et de honte. Lucas continuait de fixer le sol. Je les ai regardés un long moment, ressentant un tourbillon complexe d'émotions, ressentiment face à leur intrusion, satisfaction devant leur détresse évidente, pitié pour leur état actuel, et une petite douleur persistante de lien familial qui refusait de s'éteindre complètement. « Vous feriez aussi bien d'entrer », ai-je finalement dit en m'écartant pour les laisser passer. « Cooper, ça va. Ce sont des gens que je connais. » Je n'ai délibérément pas dit famille, et j'ai vu ma mère tressaillir à cette distinction. Ils sont entrés dans mon salon, regardant autour d'eux avec une curiosité mal dissimulée la vie que j'avais bâtie sans eux. Les yeux de mon père s'attardèrent sur le mur d'étagères que j'avais construit moi-même. Ma mère remarqua les photos de moi avec Mélissa et mes amis de La Rochelle exposées sur la cheminée, image d'une vie heureuse dont ils ne savaient rien. Raphaël semblait tout cataloguer, calculant peut-être sa valeur. Lucas seul semblait véritablement intéressé par ma maison pour elle-même, ses yeux s'illuminant quand il repéra mon installation de gaming dans le coin. « Asseyez-vous, je vous en prie », ai-je dit en désignant le canapé et les fauteuils. « Puis-je offrir à quelqu'un de l'eau ou du café ?» Ils ont tous refusé sauf Lucas, qui a demandé doucement de l'eau. Je suis allé à la cuisine pour la chercher, utilisant ce moment seul pour me composer. Quand je suis revenu, je les ai trouvés tous assis avec raideur, semblant mal à l'aise et déplacés. J'ai tendu son eau à Lucas et j'ai pris place dans mon fauteuil de lecture préféré, me positionnant légèrement à l'écart du groupe. « Alors, ai-je dit, pourquoi êtes-vous ici en personne ? Je veux dire, nous communiquions par email. » Raphaël s'éclaircit la gorge. « Nous. Je pensais que cette conversation devait avoir lieu face à face. J'ai besoin de m'excuser correctement et j'ai besoin d'expliquer notre situation complètement. »« Tu nous manques, fils, » intervint mon père. « Nous avons commis de terribles erreurs, des erreurs inexcusables. Nous voulons arranger les choses, » ajouta ma mère. « Si c'est même possible. » Je les ai regardés chacun à leur tour, essayant de jauger leur sincérité. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, j'ai besoin de savoir quelque chose. Comment avez-vous trouvé mon adresse ? Je ne l'ai jamais partagée avec aucun de vous. Ils échangèrent des regards et Raphaël se déplaça mal à l'aise. J'ai engagé un détective privé, admit-il. Je sais que c'était mal envahir ta vie privée mais nous étions désespérés de te trouver. Tu as dépensé de l'argent pour un détective privé alors que tu prétends être ruiné financièrement, ai-je demandé avec scepticisme. C'était avant que tout ne s'effondre, expliqua Raphaël. Juste après le mariage, quand tu as disparu, j'étais inquiet et aussi en colère. Je voulais savoir où tu étais allé. Au moment où j'ai eu l'information, les choses avaient changé, et je ne l'ai pas utilisée jusqu'à maintenant. J'ai traité cette révélation. Raphaël m'avait traqué tout ce temps, non par inquiétude, mais initialement par colère, ou peut-être par désir de contrôle. Seul le désespoir l'avait finalement conduit à ma porte. Je vois, ai-je dit. Et qu'attendez-vous exactement de moi maintenant ? Nous avons besoin de ton aide, Damien, dit mon père simplement. Nous avons tout perdu. La maison, la résidence secondaire, nos économies. Les problèmes juridiques de Raphaël signifient qu'il ne peut plus travailler dans la finance. Ta mère et moi sommes trop vieux pour recommencer à zéro. Et Lucas, il jeta un coup d'œil au garçon. Lucas mérite une certaine stabilité.
Une aide financière, vous voulez dire, ai-je clarifié. Oui, admit Raphaël. Je ne le nierai pas. J'ai tout perdu et j'ai entraîné maman et papa avec moi. L'école de Lucas nous a donné jusqu'à la fin de la semaine pour payer ses frais où il devra partir. Nous logeons dans un hôtel bon marché parce que nous ne pouvons rien nous permettre d'autre. Je suis à court d'options. Damien. J'ai regardé Lucas, qui était maintenant assis par terre avec Cooper, caressant doucement la tête du chien. Le garçon semblait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis son arrivée. Un aperçu de l'enfant innocent sous l'attitude qu'il avait affichée au mariage. Lucas, ai-je appelé, puis-je te demander quelque chose? Il leva les yeux, soudainement méfiant à nouveau. Est-ce que tu aimes ton école? Est-ce important pour toi d'y rester? Il hésita, jetant un coup d'œil à son père comme s'il cherchait la permission de répondre honnêtement. C'est bon, les jeux assurés. Je veux savoir ce que tu penses, pas ce que tu penses que je veux entendre. J'aime mes amis là-bas, dit-il prudemment. Et le club de code est cool. Mon prof de maths, Monsieur Wilson, m'aide avec un projet de robot. Donc c'est important pour toi. Il hocha la tête. Ouais, mais papa dit qu'on ne peut plus se le permettre et que c'est pas grave. Je peux aller dans une autre école. Je me tournai vers les adultes. Voici ce que je suis prêt à faire. Je paierai les frais de scolarité de Lucas directement à l'école pour le reste de cette année scolaire. Cela vous donnera le temps de prendre d'autres dispositions pour l'année prochaine si nécessaire. Je vous aiderai aussi à trouver un logement abordable. Non pas en vous donnant de l'argent, mais en me portant garant pour un bail si nécessaire. Et je présenterai Raphaël à quelques contacts dans l'industrie technologique qui pourraient être prêts à le considérer pour des postes de débutant malgré son passif financier. Merci, Damien, dit Raphaël, la voix chargée d'émotion. C'est plus que généreux. Je n'ai pas fini, ai-je continué. Ces offres viennent avec des conditions. Premièrement, vous allez tous trouver du travail, n'importe quel travail pour subvenir à vos besoins. J'aiderai pour les dépenses spécifiques de Lucas, mais je ne fournirai pas de soutien financier continu à des adultes capables de travailler. Deuxièmement, nous assisterons tous à une thérapie familiale ensemble si vous voulez reconstruire une relation avec moi. Et troisièmement, Lucas passera un week-end par mois avec moi s'il le souhaite, pour que nous puissions reconstruire notre relation aussi. Une thérapie, répéta mon père, l'air sceptique. Oui, dis-je fermement. Si vous me voulez à nouveau dans vos vies, nous devons aborder les schémas qui nous ont menés ici. Je ne retournerai pas à être le fils oublié, le bouc émissaire commode ou le compte bancaire de secours. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai doucement écartée. Nous avons beaucoup de travail à faire avant d'arriver à ce point, lui ai-je dit. Je suis prêt à essayer, mais j'ai besoin de voir un vrai changement, pas juste des mots. Nous ferons tout ce qu'il faut, promit-elle, des larmes coulant sur son visage. Nous avons tellement perdu. Nous ne pouvons pas supporter de te perdre aussi. Vous m'avez déjà perdu, lui ai-je rappelé. Je vous offre une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, mais cela doit être à des conditions qui nous respectent tous. Raphaël hocha la tête solennellement. Je comprends et j'accepte tes conditions, toutes. Mon père semblait moins convaincu, mais hocha la tête aussi. Nous essaierons. Lucas, qui avait écouté tout en continuant à caresser Cooper, leva les yeux vers moi. Est-ce que ça veut dire que je peux venir vous rendre visite, toi et Cooper, parfois? Si tu le veux, ai-je dit. Tu peux m'apprendre à coder à nouveau? Je me souviens d'un petit peu de quand j'étais petit. Pour la première fois depuis leur arrivée, j'ai senti un sourire sincère traverser mon visage. J'aimerais beaucoup ça, Lucas. Au fur et à mesure que la conversation continuait, les détails ont été réglés. J'appellerai l'école de Lucas le lendemain. Raphaël commencerait à postuler pour des emplois immédiatement. Mes parents emménageraient temporairement chez une cousine en attendant de définir leurs prochaines étapes. Nous avons programmé notre premier rendez-vous de thérapie pour la semaine suivante. Avant de partir, Lucas resta en retrait un instant. Tonton Damien, dit-il doucement. Est-ce que ta copine est gentille? La dame sur les photos. Oui, ai-je dit. Mélissa est très gentille. Elle est institutrice en fait, en CM1. Est-ce que je la rencontrerai quand je viendrai te voir? Si tu le souhaites. Il hocha la tête pensivement. Cool.
Et tonton Damien? Je me souviens de ton prénom maintenant. Je ne l'oublierai plus. C'était une petite chose, mais d'une certaine manière, cela signifiait plus que toutes les excuses élaborées qui l'avaient précédé. Alors qu'il s'éloignait de ma maison, je me sentais émotionnellement vidé, mais curieusement le cœur léger. J'avais affronté ma famille selon mes conditions, dit ma vérité sans sourciller, et posé des limites qui protégeaient la vie que j'avais bâtie. Que ces limites mènent à la réconciliation ou à la séparation finale restait à voir, mais pour la première fois, je me sentais aux commandes de ma relation avec ma famille plutôt qu'à sa merci. Ce soir-là, j'ai appelé Mélissa et je lui ai tout raconté. « Es-tu sûr de ça ?» a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. « Les laisser revenir dans ta vie après tout ce qu'ils ont fait ?»« Je ne suis sûr de rien, ai-je admis. Mais je leur offre une voie à suivre avec des limites claires. S'ils peuvent respecter ces limites, peut-être pourrons-nous construire quelque chose de nouveau. Sinon, au moins je saurai que j'ai essayé. »« Et tu le fais pour Lucas ?» a-t-elle observé. « En partie, ai-je convenu. C'est juste un gamin pris dans un drame d'adulte. Mais je le fais aussi pour moi. J'ai besoin de savoir si un vrai changement est possible ou si je dois clore ce chapitre complètement. De toute façon, j'aurai des réponses au lieu de questions. »« Eh bien, dit-elle chaleureusement, quoi qu'il arrive avec eux, tu m'as toujours moi et tes amis ici. Tu as construit une belle vie, Damien. Ne les laisse pas te l'enlever à nouveau. »« Je ne le ferai pas, ai-je promis. Cette fois, je sais exactement qui je suis et ce que je mérite. » 6 mois après l'apparition inattendue de ma famille sur le pas de ma porte, nous nous sommes réunis dans mon jardin pour un barbecue. C'était une belle soirée de fin d'été, le ciel peint de nuances de rose et d'or alors que le soleil commençait sa descente sur l'océan. Cooper trottinait dans le jardin, gardant un œil sur le rassemblement tout en espérant de la nourriture tomber. Les changements au cours de ces 6 mois avaient été remarquables. Raphaël avait accepté un poste de débutant dans la start-up technologique d'un ami, ravalant sa fierté pour travailler sous les ordres de gens de 10 ans plus jeunes avec une fraction de son ancien salaire. Il avait emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres où Lucas vivait avec lui à plein temps. Mes parents s'étaient installés définitivement à La Rochelle, louant un petit appartement près d'un centre de formation où ma mère avait trouvé du travail comme assistante administrative. Mon père, après une résistance initiale, avait pris un emploi de chef de rayon dans un magasin de bricolage, découvrant à sa grande surprise qu'il aimait partager ses connaissances de bricoleur avec les clients. Lucas avait terminé l'année scolaire avec de meilleures notes et un enthousiasme renouvelé pour ses projets de code. Il avait passé un week-end par mois avec moi comme convenu, et notre relation s'était progressivement renforcée. Nous avions reconstruit le hobby des fusées miniatures que nous partagions quand il était plus jeune, les lançant dans un parc près de chez moi et célébrant chaque vol réussi. Les séances de thérapie familiale avaient été difficiles mais productives. Il y avait eu des larmes, des accusations et des vérités douloureuses dites à haute voix pour la première fois. Mes parents avaient enfin reconnu le favoritisme de toujours qu'ils avaient montré envers Raphaël. Raphaël avait admis sa jalousie de mon indépendance et de mon succès en dehors des voies traditionnelles qu'il avait suivies. Je les avais confrontés à propos de l'incident du mariage et de beaucoup d'autres qui l'avaient précédé, ne minimisant plus la douleur qu'ils avaient causée. Notre thérapeute, le docteur Eleanor Wilson, nous avait guidés à travers ces conversations avec sagesse et compassion, nous aidant à établir de nouveaux schémas de communication et de respect. Les blessures étaient profondes et prendraient plus de 6 mois pour guérir complètement. Mais nous avions fait des progrès qui semblaient autrefois impossibles. Maintenant, alors que je retournais des hamburgers sur le grill, je regardais ma famille nouvellement configurée interagir avec la vie que j'avais construite à La Rochelle. Mon père et Michel discutaient de la conservation de l'environnement, trouvant un terrain d'entente inattendu. Ma mère aidait Mélissa à mettre la table de pique-nique, posant des questions sur sa philosophie d'enseignement. Raphaël discutait avec mon ami Jacques du café, semblant humble mais engagé. Lucas et Emma jouaient à la balle avec Cooper, leur rire portant à travers le jardin. « Besoin d'aide avec ses burgers ?» demanda une voix, et je me tournai pour trouver Lucas à côté de moi, légèrement essoufflé d'avoir couru avec le chien. « Bien sûr, ai-je dit en lui tendant la spatule. Assure-toi juste de les retourner quand tu vois le jus commencer à percer le dessus. » Il hocha la tête sérieusement, acceptant la responsabilité avec fierté. Alors qu'il se concentrait sur le grill, je pris un moment pour le regarder vraiment. Il avait grandi de quelques centimètres en 6 mois et avait perdu un peu du côté colérique qu'il avait défini au mariage. Il y avait encore une lassitude dans ses yeux parfois, un effet résiduel du bouleversement de sa vie,
mais il y avait aussi une confiance et une authenticité grandissantes. Tonton Damien, dit-il sans lever les yeux des burgers. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Je suis content que tu ne nous aies pas abandonnés, même si nous avons été vraiment méchants avec toi. Je pense que papa est un meilleur papa maintenant qu'il n'est plus riche. Et papy et mamie me parlent plus au lieu de juste me donner des trucs. La simple observation m'a pris au dépourvu par sa perspicacité. C'est une façon assez mature de voir les choses, Lucas. Il a haussé les épaules. Le docteur Wilson dit, parfois, perdre des choses vous aide à comprendre ce qui compte vraiment. Je pense que c'est ce qui nous est arrivé. J'ai passé mon bras autour de ses épaules pour une brève étreinte. Je pense que tu pourrais avoir raison. Après le dîner, alors que le crépuscule s'approfondissait et que les premières étoiles apparaissaient, nous nous sommes réunis autour du brasero que j'avais construit dans le coin du jardin. Mélissa s'assit tout près de moi. Sa présence était une affirmation silencieuse du chemin parcouru. La conversation coulait facilement, ponctuée de rires et des silences confortables de gens qui ne s'efforcent plus de s'impressionner mutuellement. À un moment donné, ma mère a tendu la main à travers le cercle et a pris la mienne. « Merci, Damien », a-t-elle dit simplement. « De nous avoir donné une autre chance, de nous avoir montré une meilleure façon d'être une famille. Nous apprenons encore, lui ai-je rappelé doucement. Tous? Oui, a-t-elle convenu. Mais nous apprenons ensemble maintenant, au lieu d'être séparés. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que Mélissa et moi rangions la cuisine, elle m'a demandé si j'avais des regrets quant à ma décision de laisser ma famille revenir dans ma vie. Pas de regrets, ai-je dit prudemment. Mais j'ai des moments de prudence. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé au mariage ou les années d'exclusion qui l'ont précédé. Je ne pense pas qu'une guérison complète soit possible. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Mais je découvre que le pardon ne nécessite pas l'oubli. Il nécessite de construire quelque chose de nouveau qui reconnaît le passé sans être piégé par lui. C'est une réalisation puissante, a-t-elle dit en s'appuyant contre le comptoir. Et toi? En quoi es-tu différent maintenant? J'ai réfléchi à la question. Je connais ma valeur maintenant, ai-je finalement dit. Je l'ai découverte en construisant cette vie, en faisant un travail qui compte, en me connectant avec des gens qui me valorisent pour qui je suis. Cette connaissance ne me quittera plus jamais. Peu importe ce qui se passe avec ma famille. Je n'ai plus besoin de leur approbation ou de leur validation pour me sentir complet. C'est la chose la plus attirante chez toi, a-t-elle dit en m'embrassant légèrement. Ta certitude tranquille de qui tu es. Le voyage depuis ce moment dévastateur au mariage de Raphaël jusqu'à cette soirée paisible dans ma maison de La Rochelle n'avait été ni droit ni facile. Il y avait eu de la colère à traiter, des limites à établir, de la confiance à reconstruire. Il y aurait encore des jours difficiles à venir, de vieux schémas qui devraient être reconnus et redirigés. Le travail de transformation d'une famille dysfonctionnelle en une famille saine était continu. Mais ce que j'avais appris à travers tout cela, c'est que la vraie famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, est bâtie sur le respect mutuel, l'attention sincère et le courage de dire des vérités difficiles avec amour. Elle nécessite de reconnaître les blessures plutôt que de les cacher et de travailler ensemble pour créer des relations où chacun peut s'épanouir. Les mots cruels de mon neveu au mariage avaient brisé l'illusion que je pouvais gagner l'amour de ma famille en me diminuant de la manière la plus douloureuse possible. Il m'avait forcé à reconnaître que j'avais besoin de construire une vie selon mes propres termes avec des gens qui pouvaient voir et apprécier mon moi authentique. Paradoxalement, ce n'est qu'après avoir cessé d'essayer d'appartenir à une famille qui ne voulait pas vraiment de moi que j'ai créé l'espace pour qu'un nouveau type de famille émerge. Une famille basée non pas sur l'obligation ou l'histoire, mais sur le choix et la croissance mutuelle. Parfois, les blessures les plus profondes deviennent nos plus grands professeurs. Parfois, ce qui ressemble à une fin devient le début de quelque chose de bien plus beau que nous aurions pu l'imaginer. Et parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous créons par le courage, le pardon et la volonté de recommencer. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez pour vous trouver vous-même? Avez-vous vécu la croissance douloureuse qui vient de l'établissement de limites avec la famille? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de guérison et de transformation. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour construire la vie et les relations que vous méritez vraiment.
Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même.